Allez, c'est l'heure de notre débat. On parle aujourd'hui non coté avec nos invités. Stanislas Cuny, qui est directeur du Private Equity chez Amundi Private Equity Fund. Avec nous également Avidan Guessman, directeur distribution et partenariat chez Apax by 72. Bonjour. Un nouveau sur le plateau, Erwan Pogam, responsable Private Wealth Solutions chez Ardian. Et puis, un habitué du plateau, il est partenaire chez Eurazeo, Luc Marwenda. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Je le disais, il y a des nouveaux sur le plateau, donc on va commencer, si vous le voulez bien, par faire une petite rencontre. Je vais commencer avec vous, Avidan. Apax, moi qui ai un certain âge, je connais. Apax by 72, un peu moins. Vous pouvez m'en dire plus ? Bien sûr. Bien. 72, c'est le nom de la société de gestion aujourd'hui. On a changé de nom il y a 2 ans, de par notre croissance à l'international et notamment l'ouverture d'un bureau à Munich il y a un peu plus d'1 an. Et on a voulu garder quand même ce label Apax by 72 pour être un label qui sera dédié en fait à nos clients privés et à nos intermédiaires financiers, à nos distributeurs, nos partenaires. Et dans ce label-là, en fait, on aura une offre qui est bien précise et dédiée à ses clients et à ses distributeurs. On a une équipe de 4 personnes, dont je suis le représentant. Et enfin, on a des outils. Donc, on a structuré des outils qui sont adaptés à ces clients-là, avec des reporting, des plaquettes. Apax, si on refait l'histoire, ça date de combien de temps, ça ? 72. Ouais. 1972, création d'Apax Partners. Et évidemment, 72, c'est juste la traduction de 1972. Donc, okay. 52 ans. Et un métier, votre métier, c'est le private equity Absolument. Nous, on est un pur player du LBO majoritaire européen. Donc, on ne fait absolument que du LBO majoritaire en Europe. Des PME françaises et des ETI européennes. Stanislas Cuny, je me tourne vers vous. Amundi, je connais. Dans l'univers de la gestion d'actifs traditionnels, il y a aussi des activités dans l'univers du non-coté. Amundi Private Equity Fund, ça représente quoi dans l'ensemble ? Donc Amundi, donc l'activité Private Equity d'Amundi, l'activité Private Equity direct d'Amundi, ça représente 1,5 milliard d'euros d'AUM à peu près. Notre métier, c'est d'investir en direct dans des ETI en croissance qui sont tirés par des grandes tendances, des méga tendances. Voilà, on lance des fonds régulièrement pour nos clients institutionnels qu'on décline après pour nos clients particuliers. Alors ça, c'est private equity, mais dans l'ensemble de ce qui s'appelait à une certaine époque para-actifs réels, il y a également d'autres entités qui font du non-coté. Para, oui, on gère à peu près 60 milliards d'euros en non-coté. On a une partie immobilière importante, une partie fonds de fonds qui fait une 20aine de milliards d'euros, une partie dette privée qui fait une 10aine de milliards d'euros, et de l'infrastructure pour 1 milliard d'euros à peu près. Ok, donc plusieurs entités qui couvrent le non-coté et vous êtes en charge du private equity de manière spécifique. Exactement. Luc Marwenda, alors Eurazeo. Eurazeo, une plateforme dédiée exclusivement au marché privé. On gère une 40aine de milliards d'euros aujourd'hui et grosse activité aussi bien en private equity que en dette privée et également un petit peu en infrastructure. Et une approche systématique en fait de co-investissement parallèle entre des fonds dédiés aux wealth, aux clients privés, et nos clients institutionnels. Aujourd'hui, la partie clients privés représente environ 5 milliards d'euros. Parfait. Erwan Pogam, je me tourne vers vous. Ardian. Ardian, pour moi, ça résonne avec un nom, Dominique Sénéquier. Ah oui, Dominique, c'est notre présidente, c'est elle qui a créé la société il y a 29 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un groupe de 180 milliards. Dans à peu près 20 pays, donc on est vraiment très global. On a une activité qui est assez diversifiée puisqu'on on est leader mondial dans ce qui est secondaire, infra et PE. On est aussi un des leaders mondiaux dans l'infrastructure classique, directe. On est totalement incontournable dans le private equity, ça fait 29 ans qu'on fait ça. Dans la dette privée, dans l'immobilier, donc beaucoup d'activités différentes avec un peu plus de 1000 employés qui détiennent 70% du capital, donc très entrepreneurial aussi. L'avenir de la maison avec Dominique qui prend un peu de distance ? Distance, je sais pas, qui prend de la hauteur, j'ai envie de dire, c'est plus que de la distance. Avec un management qui s'est structuré, avec un General Management Committee, comme on dit, de 4 personnes qui dirigent la société aux côtés de Dominique, donc d'une manière très active, tous les 5. Parfait. Je rebondis sur ce que vient de dire Erwan, qui vient de parler d'approche globale. On va maintenant rentrer dans le détail du marché français, de regarder ces tendances.
Comment vous le trouvez, le marché français, par rapport à ses concurrents européens? Vous trouvez qu'on est mature, qu'on est en retard, Luc Marmanda? Je trouve qu'en France, on est probablement un des plus avancés en termes de connaissance de sa classe d'actifs dans les pays européens. Je ne parle pas de l'Angleterre, je parle de l'Europe continentale. La France est un grand... D'abord, la France est probablement le plus gros marché pour le private equity en Europe continentale. Donc, il y a un flux de dossiers très important. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un écosystème d'investisseurs, d'entrepreneurs. Donc, tout ça, ça se diffuse dans la population. Et à côté de ça, l'outil de l'assurance vie a quand même été un facteur majeur de développement pour rendre la classe d'actifs accessible au public général. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne connaissance. Erwan Poga, votre sentiment, vous qui êtes global, vous trouvez qu'effectivement le marché français est plutôt en avance? Moi, j'aime dire qu'en dehors des États-Unis, c'est le marché le plus avancé, en tous les cas, de mon expérience. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la création de richesse en France, elle vient beaucoup du private equity. Donc on a à la fois des investisseurs qui sont intéressés par le private equity, mais qui connaissent les mécanismes du private equity, parce qu'eux-mêmes ont créé leur fortune par le biais du private equity d'une manière directe, indirecte ou lointaine. Avidan, question. J'ai entendu les mots. Ceux qui regardent, qui n'écoutent pas le podcast, mais qui regardent l'écran, voient que dans le coin, il y a marqué l'univers non coté. Je suis très sensible à l'utilisation des mots, et notamment pour des raisons pédagogiques. J'entends parler de private equity, y compris sur des choses qui ne sont pas forcément de l'equity. Vous, les mots que vous avez envie d'utiliser, que vous utilisez, c'est quoi chez vous? Alors nous, on parle de private equity puisqu'on fait que du private equity, mais en effet, c'est un peu galvaudé au niveau des investisseurs, en tout cas moins avertis. Il faut faire attention, en fait, il faudrait parler de non-coté. Et dans le non-coté, on finance 3 types d'actifs, des sociétés, des entreprises, de l'immobilier et des infrastructures. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands types d'actifs qu'on va financer. Et les sociétés, on peut les financer par du capital ou par de la dette? Comme l'immobilier et comme les infrastructures. Donc finalement, il y a 2 types de financement. Finalement, il y a le financement en capital, et là, on parlera de private equity. Et on a le financement en dette, et là, on parlera de private debt. Nous, on aime bien parler de private equity comme le capital investissement, c'est-à-dire l'investissement en capital dans les entreprises non cotées, très simplement. Sinon, on parle d'actifs réels ou d'actifs privés. Mais c'est effectivement, faut pas trop mélanger private equity, l'immobilier, c'est pas du private equity. Ok, Erwan? Non, moi je pense que je rejoins ce que disent mes camarades. On appelle ça plutôt actifs privés en général, private assets, sans vraiment, quand on a des discussions spécifiques sur l'un ou l'autre, on est plus précis. Mais ok, actifs privés? Oui, complètement, parce que surtout quand on a plusieurs stratégies d'investissement. Actifs privés, c'est-à-dire entre actifs non cotés en opposition au marché coté. Bien. Allez, on regarde tout de suite, si vous le voulez bien maintenant, les tendances. On va regarder vos résultats en termes de collecte sur l'année 2024 et sur le début de cette année 2025 pour voir un peu comment les choses bougent. Stanislas, je commence avec vous. Comment vous trouvez le marché actuellement? Je trouve le marché très bon. Ce qu'on disait, c'est que le marché français est quand même très dynamique. C'est le plus gros marché européen. Il attire pas mal de capitaux étrangers. On était, je pense avec quelques-uns d'entre vous, vos confrères, on était à Dubaï il y a pas longtemps. On se rend compte que les clients de cette région qui avaient un peu délaissé le private equity français ou européen, ils reviennent suite à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a une bonne dynamique en ce moment. Expliquez-moi, ce qui se passe aux États-Unis, ça veut dire quoi? C'est Trump rapatrie les capitaux en Europe? Non, mais il y a Trump qui crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés américains et de l'inquiétude auprès des investisseurs internationaux. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est des flux de capitaux en Europe. L'Europe rassure. Et l'Europe rassure, exactement. Et ça, c'est très positif, je pense, pour notre industrie. Notre industrie de private equity, elle a délivré en termes de performance. Nous, nos fonds se portent très bien. Ils ont des très bonnes perfs. Nos collègues sont bonnes aussi, que ça soit en retail ou en institutionnel. Donc, on est très content du marché actuellement. Luc Marmanda. 2024 était une bonne année. Le groupe a publié, comme on est coté, le groupe a publié 4,3 milliards, je crois, de levée globale, dont 940 millions d'euros de levée en private wealth. Donc ça veut dire que grosso modo, les clientèles particulières, ça fait un quart de à peu près
22-23%. 22-23%, donc c'est à peu près stable par rapport à l'année précédente, je crois. Oui et non, parce qu'en fait, on est très stable au niveau du private wealth, et les institutionnels, ça peut être un peu plus fluctuant parce que c'est un peu plus sensible à l'évolution des marchés. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, chez Eurazeo, on essaie d'avoir les deux sources de financement, puisque le wealth est beaucoup plus stable en général que le financement qui provient de marchés institutionnels. Erwan, votre sentiment justement sur la collecte d'une part et sur la différence entre les marchés avec le wealth et les institutionnels. Est-ce que le wealth est moins volatile que les institutionnels? Alors, nous c'est une bonne année, hein, 2024. 2025, je pense que ça va être encore meilleur. En wealth, je parle. D'une manière générale, pour Ardian, c'est des très bonnes années également en termes de levée de fonds. Je crois que l'année dernière, c'était notre deuxième année record. Donc, c'est quand même un contexte plutôt très porteur. Nous, si vous voulez, la stabilité, elle dépend aussi beaucoup des solutions que vous allez mettre en œuvre et des fonds qui sont disponibles. Parce qu'il y a certains fonds qui sont très globaux, qui se vendent aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, qu'en Europe. D'autres fonds qui ont une clientèle, une base d'investisseurs qui est un peu plus locale. Donc, il y a un peu plus de volatilité peut-être que chez certains de nos compétiteurs. Qu'est-ce que vous avez justement, quelles sont les tendances que vous constatez entre private equity, secondaire, dette? Où est-ce que vous voyez les dynamiques aujourd'hui? Le secondaire, ça reste, si vous voulez, le cœur du portefeuille de pas mal d'investisseurs en private equity au niveau global. Et c'est vrai que c'est là où on a fait les plus belles collectes. Hein. C'est plus de 20% de la levée du dernier fonds de private equity secondaire, qui est la plus grosse plateforme au monde. Donc, c'est des montants qui sont considérables. Mais on a aussi de très beaux résultats sur d'autres typologies de fonds, typiquement l'infrastructure. On travaille avec 4 grosses plateformes de wealth management sur notre dernier fonds d'infrastructure qui sont en cours de levée. Sur le private equity européen, on a réussi à lever en Asie, aux États-Unis, en Europe, avec une des plus belles marques de la place. Donc on arrive à faire des choses assez étonnantes sur des typologies de fonds auxquelles on n'est pas forcément attendu. Sur ce sujet, le retail, nous on lève en permanence. On a toujours des fonds à vendre en retail, en private equity en tout cas. Et sur les institutionnels, c'est plutôt des levées de campagne. C'est-à-dire qu'on lève un fonds tous les 3 ans, 3-4 ans. Donc par exemple, nous l'an dernier, on n'avait pas de fonds en private equity direct. On n'avait pas de fonds en collecte, en levée. On en a un cette année. Donc vous voyez, c'est difficile de comparer. D'accord. Aviden, la réaction, est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, nous on est un pure player, on fait du private equity. On fait du LBO, donc private equity, on va être honnête, si on regarde dans l'échelle des risques des produits, c'est les produits qui ont les niveaux de risque les plus élevés. Est-ce que ce segment-là n'est pas, entre guillemets, celui qui souffre un peu le plus dans l'environnement actuel? Probablement. Depuis la hausse des taux, c'est probablement une des parties qui souffre le plus, mais ça dépend de qui et où est-ce qu'on est situé. Nous, chez Seven2, on souffre pas du tout. L'année dernière, c'était une très très bonne année. On a déployé le portefeuille en faisant 5 opérations d'investissement majoritaires. On a sorti 3 investissements du portefeuille également. Donc on voit que ça tourne pas mal. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des acteurs qui sont probablement plus sur le large cap, qui ont plus de mal à déployer ou à céder des participations. Nous, sur le small et le mid, c'est un peu moins le cas. Et si je reviens sur la question de la collecte, on a connu une très très bonne année aussi en 2024. Sur le retail, sur nos partenaires distributeurs qui ont vraiment contribué à une très très belle collecte sur notre fonds Evergreen, mais également sur les institutionnels où on connaît également une collecte hyper intéressante sur 2024 et qui va s'accélérer probablement sur 2025. On va faire un petit jeu avec tous les deux pour faire un peu le point sur le private equity. Est-ce qu'aujourd'hui la concurrence à l'achat est moins importante qu'il y a 2 ans? Non, je dirais pas ça. Il y a toujours une grande concurrence. Il faut être très sélectif de notre côté. Et ensuite, on se retrouve face à des très beaux acteurs. Donc non, il me semble pas. La concurrence n'a pas franchement changé depuis 2-3 ans.
Est-ce que les prix ont baissé? Parce que quand je regarde l'indice Argos, il doit être à 9,5. Donc l'indice Argos, je rappelle, c'est un indice qui est publié tous les trimestres et qui mesure, c'est des moyennes, mais la valorisation des titres par rapport à l'EBITDA. On est à 9,5, donc on a été plus haut. Est-ce qu'on achète moins cher? Alors on achète moins cher, effectivement, en ce moment. Un peu moins cher. C'est pour ça que c'est un bon moment pour rentrer dans les fonds de private equity. Je pense qu'on est revenu à des niveaux de valorisation très raisonnables et c'est une bonne fenêtre d'entrée dans le PE. On paye des prix très raisonnables dans des entreprises qui sont en très forte croissance. Si je peux compléter, on a connu en 2021-2022 un petit stress de marché. Des levées qui prennent plus de temps, moins de liquidités chez les institutionnels par la hausse des taux. C'est beaucoup lié à cette hausse de taux. L'indice Argos, donc l'indice des prix en général, qui a connu une petite baisse qui est pas si significative que ça, parce que le pic était en 2020 et aujourd'hui on se retrouve à des niveaux de 2019. Donc l'indice Argos a pas tant baissé que ça. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que souvent, après ces petites périodes de stress ou ces mini-crises, mais je vais pas parler de crise parce que c'est pas du tout le cas, c'est les meilleurs millésimes en fait qui sont enlevés parce qu'il y a des opportunités, les prix ont baissé, il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché et donc c'est très intéressant, c'est un beau point d'entrée en tout cas sur les millésimes actuels. Je continue sur le parti private equity. On vient de parler de l'achat, je voudrais qu'on parle de la sortie. Vous avez fait quoi comme sortie l'an dernier, enfin ces derniers temps? Et moi ce qui m'intéresse, c'est à qui vous avez vendu? Écoutez, on a deux sorties. On a une sortie qui vient d'être réalisée, qu'on a vendue à un industriel suédois, très belle société qui s'appelait HMY. On est en train de vendre une société dans le domaine de la défense à des acheteurs américains. Voilà, donc on a un retour. Nous, on a observé un retour des acheteurs industriels qui vont chercher des actifs stratégiques. Voilà, on a aussi quelques sorties vers des fonds d'investissement, mais qui ont un tout petit peu diminué pour nous, mais c'est très. Je suis pas sûr qu'on soit à reflet du marché. Aviden, vos sorties, vous les avez faites auprès de qui? Alors, on a fait une première sortie en début d'année dernière auprès de PSG Equity, à ne pas confondre avec le club de foot. C'est un très gros fonds américain qui est spécialisé dans les logiciels. On a fait une deuxième sortie, je vais citer le nom parce que tout le monde le connaît, c'est Crystal. Qu'on a vu dans la presse, qu'on a fait auprès de Goldman Sachs Alternative Investment. Donc nous on vend à des plus gros fonds et à 40% on vend des industriels aussi également. On est d'accord, pour l'instant il n'y a plus de sortie en bourse. C'est industriel ou fonds. Alors ça m'amène vers vous, Erwan. On va parler du secondaire. Comment expliquer le déploiement et le développement et l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour le secondaire dans le private equity? Alors c'est important, il faut bien séparer dans le secondaire ce qui est LP-led, donc ce qui est les investisseurs qui veulent se séparer d'une partie de leur portefeuille, et le GP-led, ce qui est des fonds de continuation, entre guillemets, donc les sorties dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment deux mondes un peu différents et on réunit tout ça dans un même nomenclature qui est secondaire. Sur la partie secondaire, LP-led, ce qui se passe simplement, c'est que ça devient quelque chose de tout à fait usuel. Pour les très gros investisseurs institutionnels en private equity, le fait d'utiliser le secondaire pour créer de la liquidité, pour faire tourner leur portefeuille, ça devient tout à fait classique. Donc c'est vraiment C'est la conséquence du fait qu'il n'y a plus de débouchés sur les marchés publics, c'est-à-dire sur la bourse? Alors, effectivement, je dirais pas que c'est la conséquence du fait qu'il n'y ait plus de débouchés, en l'occurrence sur la partie LP-led. C'est plus la conséquence du fait qu'il y a effectivement un peu moins de distribution, qui veulent continuer à investir dans les portefeuilles, dans les nouveaux fonds, dans les nouveaux millésimes qui arrivent sur le marché. C'est la conséquence aussi que y a des sujets de ratio. Ils peuvent pas avoir trop de private equity dans leur portefeuille, donc ils sont obligés de rééquilibrer. Donc ça, c'est la rançon du succès, entre guillemets. C'est que vu que la performance du private equity a été très forte dans les dernières années, de temps en temps, ça veut dire que certains investisseurs ont un peu trop de private equity. Donc ils sont contents de trouver des moyens de créer de la liquidité sur ces portefeuilles. Donc ça devient quelque chose de tout à fait classique. Le secondaire, il y a 20 ans, c'était un peu du distress, c'est-à-dire c'était des acteurs qui avaient des problèmes de liquidité et qui voulaient vendre à tout prix pour créer du cash. Aujourd'hui, c'est vraiment de la gestion de portefeuille. Luc Maruenda, je rebondis sur le mot distress. Quand on achète en secondaire, on achète avec des fortes décotes? Non. Aujourd'hui,
Nous, le secondaire, on le fait exclusivement sur du mid-market buyout en Europe. Et aujourd'hui, on observe des décotes qui sont à 10%, donc elles sont faibles, parce que les actifs sont de qualité, comme le dit Erwan. Nous, on fait ça depuis très longtemps. On fait ça depuis, alors pas au même niveau, mais depuis 2003. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, vous avez à peu près entre 2 et 4% annuellement. Maintenant, peut-être plus 4 et un peu plus % de ce qui a été élevé quelques années plus tôt, qui va aller sur le marché secondaire de manière naturelle pour des raisons de gouvernance, réglementaire, de sophistication des investisseurs parce qu'ils veulent un peu plus de TRI. Et nous, on adore ces stratégies parce qu'en fait, on a de la diversification immédiate, on rachète des portefeuilles. C'est des transactions qui à chaque fois font ça commence à 50, 100 millions d'euros, ça peut être de plusieurs centaines de millions d'euros, premièrement. Donc on a de la diversification, on voit ce qu'on achète parce qu'on achète du blé en herbe, des choses qui ont des histoires qui ont déjà commencé, donc on va sortir plus rapidement. Donc on a des cycles d'investissement plus courts. Et ça permet d'avoir un couple rendement-risque qui est le meilleur en private equity de toute la classe d'actifs. Erwan, je reviens vers vous en rebondissant sur ce que vient de dire Luc. Est-ce que c'est le témoignage je veux dire, si je reviens sur ce qu'on disait il y a tout à l'heure avec Avidan sur le niveau de risque du private equity pur. Est-ce que l'engouement pour le secondaire est le reflet d'une volonté de la part des investisseurs d'avoir moins de risques et d'y passer moins de temps? Alors, c'est un outil de diversification. Donc, diversification, ça veut dire moins de risques et passer moins de temps, parce que tout de suite, vous allez acheter un portefeuille très complet. Ça, c'est vrai. Mais je dirais pas que c'est la seule raison pour laquelle les investisseurs aiment le secondaire. Il y a une raison très importante, c'est le fait que vous n'avez pas du tout à avoir la même courbe de performance. C'est-à-dire que dans du private equity, en général, quand vous investissez au départ, ça va partir dans le rouge. On appelle ça la courbe en J. Voilà, on en entend beaucoup parler sur ce plateau, j'imagine. Le secondaire n'a pas du tout cette vie-là. Comme le disait Luc, c'est du blé en herbe. Donc l'avantage du blé en herbe, c'est qu'il a déjà commencé à croître. Donc vous avez tout de suite une performance qui va être générée en plus du discount. Donc je pense que il y a effectivement la diversification. Il y a effectivement la courbe en J qui est très important. La capacité que le portefeuille va avoir de générer du cash assez rapidement. Il y a pas mal de raisons qui poussent les investisseurs à aller dans le secondaire en dehors du fait que ça diversifie le risque, effectivement. Oui, Stanislas. Sur le secondaire, moi je trouve que c'est génial parce que ça amène de la liquidité au marché. Aujourd'hui, on n'a aucun problème à sortir d'un beau fonds. Nous, on a fait une sortie secondaire il y a 2 ans. Pour nos clients, on a organisé une sortie secondaire sur un portefeuille de 70 millions d'euros à peu près, qu'on a vendu avec une prime par rapport à la NAV de 6%. Vous voyez ? Donc il y a une liquidité, et il y a une liquidité qui est assez facile. Donc une des critiques qui était faite au marché du private equity, c'est-à-dire c'est illiquide. Finalement, grâce à la croissance du marché secondaire, on trouve de la liquidité. Je vais revenir sur les courbes en J. Les courbes en J, dans nos fonds, il n'y en a pas. Parce qu'on facture en fait les commissions de gestion, non pas sur les montants engagés dans les fonds, mais sur les montants déployés. Donc nos fonds instits ont quasiment pas de courbe en J, ou une toute petite qui peut durer un trimestre ou 2, mais en général, la croissance des NAV est dès la première année positive. Erwan, juste une dernière petite question sur le sujet du secondaire. Aujourd'hui, le marché secondaire, ça pèse quoi par rapport à la taille du marché du private equity? C'est des sommes, il y a beaucoup de choses qui ressortent en secondaire, ou finalement, aujourd'hui, c'est un potentiel qui reste très important? Je reprendrai le chiffre que Luc vient de mentionner, 4% des montants qui reviennent à peu près tous les ans du marché. Donc c'est des montants qui restent quand même assez limités, hein, mais ça suffit pour créer de la liquidité pour les investisseurs. Luc, alors je me tourne vers vous pour parler de la dernière sous-classe d'actifs, je dirais, dans le non-côté financier dont on n'a pas parlé, la dette privée. Là aussi, on a le sentiment que ça correspond aujourd'hui aux attentes des investisseurs. La dette privée, c'est un vaste débat. Tout le monde veut en faire aujourd'hui. Donc il faut rester extrêmement discipliné dans ses stratégies. Chez nous, on est exclusivement sur du small mid cap, en Europe continentale, les transactions qui sont inférieures à 100 millions d'euros, on est le seul prêteur. Je pense qu'il faut faire attention. C'est un marché qui intéresse beaucoup, qui apporte beaucoup de prédictabilité et qui, en fait, depuis maintenant pas mal d'années, finalement offre, on prête à taux variable, hein, donc finalement offre là aussi un ratio rendement risque très intéressant et au final des rentabilités brutes qui sont pas très éloignées de ce qu'on peut trouver en private equity, puisqu'on est sur des rentabilités brutes qui sont entre 9 et 10%.
Donc ça reste une classe d'actifs très intéressante. Et c'est la raison pour laquelle elle génère tellement de demandes aujourd'hui. Je voudrais qu'on aborde un sujet. Il s'est passé quelque chose non neutre, on va dire, en 2022. Ça a été la hausse des taux, notamment la hausse des taux longs. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Donc, Avidan, vous nous avez dit que ça avait eu un impact sur les valorisations, sur l'indice Argos. Est-ce que ça a changé d'autres choses, notamment dans l'univers concurrentiel? On a souvent eu ce débat sur le plateau sur le long côté de la concurrence des poids termes face aux SCPI. Est-ce que vous avez vu des différences de comportement liées à un environnement concurrentiel différent en raison des taux? Alors oui, clairement, en 2022-2023, donc on a connu cette hausse de taux et évidemment, si je rentre dans l'assurance vie française et sur la collecte des FCPR, en tout cas nous, on a connu un ralentissement de par le fait que les assureurs proposaient des fonds euros avec des taux boostés. Donc évidemment, quand on a un capital garanti qui va proposer un rendement à 5 ou 6%, bah là, ça commence à être très compétitif en termes de performance, évidemment, et surtout de profil de risque. Vous avez eu un essor exponentiel des produits structurés avec capital garanti. Je suppose que vous en avez également parlé quelques fois. On a même lu le rapport de l'AMF et de la CPR. Voilà, donc qui représentait parfois 50% de la collecte des UC auprès, même parfois plus, de la collecte des UC auprès des assureurs sur le marché, en 2022 notamment, et ça continue là en début d'année. Donc évidemment, ils ont pris énormément de place, et puis les fonds datés, les fonds à échéance, évidemment, qui se sont tous lancés en 2021-2022 et qui ont pris également beaucoup de place dans les allocations des distributeurs et des clients. Et donc forcément, ça a pris de la place sur les autres actifs et notamment les actifs réels. Alors, question, puisqu'il vient d'être question de l'assurance vie, est-ce que l'assurance vie est le canal incontournable de distribution de ces produits ou pas, Stanislas? Pour le retail, oui. Aujourd'hui, c'est, je crois, c'est 70% plus de 70% de la collecte des particuliers se fait via ce canal, donc c'est indispensable d'y être. Voilà. Erwan? Non, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que l'assurance vie a fait, comme on le disait tout à l'heure, des progrès exceptionnels pour intégrer du private assets, des actifs privés au sein des unités de compte. Donc maintenant, on peut le faire. Donc ça, c'est très, très positif. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir un peu quels vont être les effets des dernières évolutions réglementaires pour pousser cette typologie d'actifs dans les unités de compte. Alors, on va y revenir. Luc, je me tourne vers vous sur ce sujet de l'assurance vie. Est-ce que l'assurance vie, c'est pas, mais des petits tickets qui certes sont nombreux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire dans d'autres types d'enveloppes, par exemple le compte titre avec des solutions, des fonds pour bénéficier par exemple du 150 obétaire ou des choses comme ça? Est-ce qu'il faut dire que c'est toute assurance vie ou est-ce qu'il faut se dire finalement il faut avoir une vision un peu plus large? Non, il faut avoir une vision plus large. On parle à beaucoup de clients. Alors, je suis d'accord, dans l'assurance vie, c'est une multitude des volumes très importants en nombre de clients sur des petits tickets, puisque les choix d'accès en général sont pour certains, à quelques milliers d'euros. Donc vraiment, c'est très accessible et c'est une très bonne chose. Après, en fonction du profil du client, ça peut être un entrepreneur, comme vous le disiez, qui vend son entreprise, qui veut faire une opération 150 obétaires. Ben là, c'est pas dans le cadre de l'assurance vie, c'est forcément sur un fonds fermé, comme ce qu'on fait dans la tech avec nos fonds Entrepreneur Club. Mais par ailleurs, on a aussi une clientèle qui a besoin d'avoir une enveloppe assurance vie pour la transmission de son patrimoine, mais qui veut aussi avoir de la disponibilité sur des comptes titres pour peut-être avoir des profils un petit peu différents. Donc on a vraiment les deux, aussi bien sur des fonds evergreen que sur des fonds fermés. Mais c'est vrai que l'assurance vie, ça reste aujourd'hui à peu près les 3/4 de notre distribution. Avidan, vous, en termes de distribution, assurance vie ou plus large? Je suis totalement aligné. Oui, l'assurance vie, c'est le gros de nos flux, en tout cas sur le marché du retail. Et évidemment, il y a d'autres solutions. Nous, on propose pas de 150 zéro-bétaire, mais néanmoins, on a des fonds fermés qui sont également accessibles, des FPCI qui sont accessibles à partir de 100 000 euros. Et pour le coup, on voit qu'on a quand même une collecte assez importante aussi sur ces véhicules-là, qui sont un petit peu plus purs, avec, je dirais, une approche plus institutionnelle de l'investissement. Alors, puisqu'on est sur l'assurance vie, oui, Stanislas? Nous, on a beaucoup de collectes en compte titre ordinaire aussi, sur nos FCPR.
Et on a aussi une collecte de plus en plus importante sur les plans d'épargne retraite. Alors du coup, je vais rester avec vous, parce que la question derrière l'assurance vie, il y a est-ce qu'il faut faire aujourd'hui des fonds fermés ou est-ce qu'il faut faire des fonds ouverts, dits evergreen? Votre réaction à vous? On fait les deux. On fait les deux. Alors en private equity direct, on fait beaucoup de fonds fermés et on continue à bien les vendre en assurance vie et en CTO. Donc en titre ordinaire. Et aussi dans les PER. Voilà. Mais on a aussi une offre d'evergreen qui est une offre plutôt de cross, qui est plutôt multi-actif. Et on a une offre côté non coté en pure equity qu'on vient de lancer là en PER et sous la loi Industrie Verte en LTIF 2.0. Avidan, evergreen plutôt chez vous? Oui, Evergreen, c'est vraiment celui qui collecte le plus sur notre marché du retail. Evergreen parce que simplicité d'accès, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus simple à appréhender pour un client privé. On parle de valeur liquidative à l'entrée, de valeur liquidative au rachat, donc beaucoup plus simple dans un terme de dynamique. Mais évidemment, on donne toujours la possibilité à des investisseurs privés également d'entrer dans des fonds qui ont cette dynamique un peu à l'ancienne, je dirais institutionnelle, avec des engagements et des appels et des distributions. Mais c'est une dynamique qui est différente et une approche de l'investissement qui est différente. Erwan, vous évoquiez tout à l'heure l'évolution de la réglementation. Est-ce que la loi Industrie Verte crée une dynamique aujourd'hui sur le marché? Nous, sur la partie assurance vie et sur la partie notamment Evergreen, on a une demande qui est plus forte en 2025 qu'elle était en 2024 ou même en 2023. Donc la demande est là. Est-ce que la raison de cette demande vient de la loi Industrie Verte? Je pense qu'il faut demander aux assureurs. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur l'augmentation de cette demande. Mais je rejoins aussi ce que disent mes camarades. Nous, l'Evergreen représente moins de la moitié de nos collectes en France. Donc on a encore beaucoup de collectes auprès des clients privés sur des fonds fermés, en dehors de l'assurance vie également. Luc, vous aviez lancé un fonds Evergreen il y a déjà un certain temps. Donc on était bloqué au début et puis après on avait des fenêtres de sortie. Quand vous avez fait ce montage, vous avez évalué, j'imagine, les probabilités de sortie aux différentes échéances, etc. En pratique, vous constatez quoi? Vous constatez que les gens ont tendance à plus tenir leur fonds que ce que vous croyez ou à rester moins longtemps que ce que vous croyez? Alors maintenant, on a 7 ans de recul sur ce fonds, qui est devenu un petit peu le produit phare de place en France, puisqu'on a à peu près passé la barre des 3 milliards. Ça a été publié tout récemment. Et le fonds est semi-liquide depuis septembre 2022. Donc on a passé maintenant sur des fenêtres trimestrielles. Donc on a maintenant une douzaine de fenêtres de liquidité. Et les demandes moyennes, elles sont toujours inférieures à 1%. C'est varie entre 0,3 et 0,6%, avec quelquefois un pic, un peu plus de 1%, parce qu'un assureur décide un petit peu de revendre ses parts. Mais ça reste complètement dans l'épure de ce que prévoit le règlement. Après, on verra. Mais en tous les cas, quand on fait un fonds Evergreen, il faut absolument offrir de la prédictabilité. Et ne pas avoir d'accident. Si je reviens sur les fonds fermés, l'intérêt d'avoir des fonds fermés, c'est sur des stratégies beaucoup plus pures, donc évidemment un peu plus risquées, sur lesquelles on a peut-être une clientèle un peu plus sophistiquée, mais sur les produits Evergreen, on est sur du mass affluent, un nombre de clients très important qui nous font confiance parce que justement l'historique de performance, qui ne préjuge pas du futur bien sûr, est très prédictif. Ok, donc on est d'accord que sur l'Evergreen, il y a des contraintes de liquidité qui sont autorisées par le régulateur. Ça m'amène à évoquer 2 secondes les indicateurs de mesure de performance. Donc l'association professionnelle publie des chiffres. L'AMF a publié des chiffres sur les fonds grand public. Il y a eu de grands débats au moment de la loi Industrie Verte. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, je crois que c'était Luc qui nous a parlé de TRI, taux de rendement interne. Stanislas, votre indicateur de mesure de performance préféré, c'est quoi? C'est le DPI. C'est quoi le DPI? C'est distribution sur paying capital, c'est le ratio de ce que le client a reçu par rapport à ce qu'il a investi dans le fonds en cash. C'est un indicateur qui peut pas être manipulé du tout. Comprendre que les TRI peuvent être manipulés par des equity bridge finance, des systèmes qui permettent d'endetter les fonds en retardant les collectes. Le DPI, c'est vraiment l'indicateur le plus pur et le plus comparable entre 2 sociétés de gestion. Et en plus, on est très content de ça parce qu'on est très bon en DPI, en fait. On a quasiment...
nos fonds, et c'est pour ça qu'on le met en avant, nos fonds, notamment par exemple notre méga tendance 1, qui est un millésime 2018, un DPI qui est au-dessus de 1,5. D'accord, on est d'accord, c'est un fonds Instit, celui-là. C'est un fonds Instit, ouais, qui le place dans les top 10% des fonds de LBO en Europe. Qu'est-ce que vos indicateurs à vous? Parce que c'est vrai qu'on a entendu, on entend le TRI, on entend le multiple, on entend. Vous parlez en quoi? Moi, je veux que les gens puissent comprendre. Donc, c'est utile. Donc le TRI, je le bannis complètement de tout ce qui est communication auprès des clients privés. Et en fait, pour comprendre combien on a gagné d'argent, on prend la valeur de la part au début de l'année, la valeur de la part à la fin de l'année, on a fait tant de % de performance. Ça, tout le monde comprend. Et ensuite, après, on peut le cumuler par rapport au lancement du fonds. Et je pense que c'est le seul moyen compréhensible pour les gens. Combien j'ai gagné en net en comparaison une valeur d'entrée, une valeur de sortie. Alors, je suis d'accord avec Luc sur les fonds evergreen, absolument. C'est la performance de la valeur liquidative au point A jusqu'au point B sur un an, sur 12 mois glissants, sur 3 ans, depuis la création du fonds. C'est très clair et surtout, ils connaissent très bien parce que sur le côté, historiquement, c'est comme ça. Et le côté, ils le connaissent très, très bien. Mais je suis plutôt d'accord sur les fonds fermés. Le DPI, c'est un indicateur qui est extrêmement important. C'est combien j'ai eu de retour sur mon engagement de départ. C'est extrêmement important. Et aussi, évidemment, le multiple net à la fin, ça veut dire combien de fois j'ai fait mon investissement de départ. Ce qui compte, c'est effectivement le multiple à la fin, mais la limite de la NAV, l'évolution de la NAV, c'est qu'il y a les valorisations qui sont très arbitraires. C'est-à-dire que les valorisations des entreprises non cotées sont assez arbitraires. Donc, il y a une partie de la performance qui s'appuie sur des valorisations qui sont faites par le gérant. Est-ce qu'on peut quand même en conclure que faut quand même partir du principe qu'en non coté, le résultat, on le connaît qu'à la fin? Le résultat, pour moi, c'est le DPI. Moi, je séparerais beaucoup la partie evergreen et la partie fonds fermés, parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes mécanismes de valorisation. Je trouve ça assez intéressant. Je vous recommande de lire ce qui a été écrit par certains de nos pairs américains sur le sujet du multiple entre un fonds fermé et un fonds ouvert. Alors, ça joue un peu en faveur du fonds fermé, parce que c'est vrai que le fonds fermé, 100% des montants engagés sont investis dès le premier jour. Donc, même si vous avez un TRI qui est un peu plus faible ou une valorisation annuelle qui est un peu plus faible que sur un fonds fermé, sur un fonds ouvert, vous allez avoir la capacité de recyclage des distributions et donc une création de performance qui va être assez importante. Donc, je pense que sur les fonds fermés, les clients, ils aiment bien comparer. Donc, je pense qu'avoir une valorisation NAV début d'année, fin d'année, last 12 months, 12 mois, 18 mois, 24 mois, c'est important parce que ça leur permet de comparer. Je pense que sur les fonds fermés, le DPI, c'est vraiment clé parce que ça permet de bien comprendre d'une manière claire comment ça se passe. Le multiple sur les fonds ouverts, c'est aussi très utile parce que ça permet de bien expliquer le mécanisme d'un fonds ouvert et le fonctionnement et la valeur d'un fonds ouvert, notamment dans le recyclage. Ok. Je rappelle juste une chose, c'est que sur les fonds ouverts, quand un fonds est semi-liquide, la valorisation qui est exprimée est la valorisation sur laquelle les gens sortent. Exactement. Et les assureurs aussi acceptent que ces valorisations sont sincères. Donc c'est quand même très important dans tout ce mécanisme. C'est une science qui est quand même bien raffinée. Ok, donc comme en tout cas, là on vient de se livrer à une analyse de marché, un exercice pédagogique pour nos camarades distributeurs, etc. Moi je retiens déjà des choses relativement simples. C'est qu'il vaut mieux parler de non-cotés ou d'actifs privés parce qu'on a on a des produits de nature différente. Avidan nous a dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir dans le non-coté de l'immobilier, de l'entreprise ou de l'infrastructure, que chacun des trucs pouvait être financé soit en equity, soit en dette. Je comprends maintenant, au vu des échanges que l'on vient d'avoir, qu'il ne faut pas que je pense exactement de la même façon si j'ai un fonds fermé ou si j'ai un fonds ouvert. Donc tout ça, j'ai ma grille de lecture qui est plutôt bonne. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux produits, parce que moi, j'ai des clients et j'ai des préconisations à leur faire en fonction de leur situation, en fonction de leurs besoins. Donc chacun, je vais vous challenger, un produit. Chez vous, Avidan, je commence avec vous. Le produit, chez vous, c'est quoi? C'est les FCPR APO. Du coup, c'est notre fonds Evergreen qu'on a créé maintenant il y a plus de 4 ans. On gère à peu près 460 millions sur ce fonds-là, donc c'est le plus gros fonds aujourd'hui Evergreen en actifs cotés et en capital, donc en private equity pur. Donc c'est un fonds qui co-investit de manière systématique dans toutes les participations
de nos fonds institutionnels. Donc on investit, le fonds APO investit au même moment que les fonds institutionnels dans nos participations et sort au même instant de raison que les fonds institutionnels de ces participations. Alors tout à l'heure, vous m'avez parlé de small et de mid. Il y a combien de small, il y a combien de mid, que je vois un peu le profil du produit? Il y a 27 sociétés en portefeuille. C'est les 27 sociétés aujourd'hui qu'on accompagne dans nos 2 portefeuilles mid et small. Et vous avez à peu près 50-50 en termes de nombre de sociétés. Alors évidemment, le poids du mid est plus lourd, puisque comme on co-investit exactement le même pourcentage dans le mid ou dans le small, les deals les mid sont plus gros que les deals small. Donc c'est à peu près 80% de mid et 20% de small en termes de poids. Dans quel secteur vous investissez? Dans 2 secteurs, et ça c'est historique chez Apax, enfin chez 72, la tech, avec 8 sous-segments très définis, et nos associés des équipes d'investissement sont spécialisés dans un ou 2 sous-segments, et les services B2B, et également dans 8 sous-segments. Je vous pose la question que j'ai posée tout à l'heure à Luc sur la partie Evergreen. Grosso modo, vous constatez que les gens ont tendance à rester plus longtemps que ce que vous pensiez ou pas? Pour le moment, on n'a pas eu de rachat. Donc sur 4 ans et demi, ça fait 4 ans et demi où on a eu que des flux positifs. Et vous aviez bloqué les rachats au début ou pas? On les a bloqués pendant 1 an. Et en fait, on les a débloqués au bout d'1 an. De par le fait qu'on avait suffisamment de cash pour continuer à investir ou pour répondre à des besoins de liquidité. D'accord. Stanislas, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Nous, on a des fonds qui investissent dans les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, qui bénéficient de méga-tendances. La technologie, l'environnement et la démographie. On n'a pas de vision sectorielle, on pense que la vision sectorielle, c'est une vision un peu arriérée ou, je suis désolé, ancienne du. On pense que on investit dans des entreprises qui sont tirées par ces très grandes tendances, qui peuvent être dans n'importe quel secteur, qui sont des tendances très fortes, qui sont en train de bouleverser l'économie mondiale et qui permettent de nous faire des fonds qui sont finalement très peu corrélés aux soubresauts de l'économie, parce que ces tendances sont finalement pas corrélées. Est-ce que ces tendances-là, tout le monde en veut? Est-ce que vous payez beaucoup plus cher que l'indice Argos? Non, on paye le prix de l'indice Argos. On paye même souvent des multiples un peu inférieurs, mais on sait aussi payer des multiples supérieurs. D'abord, quand je dis ça augmente mon deal flow quand je dis que je paye cher. Les banquiers d'affaires m'envoient des deals, donc je suis ravi. Mais on sait payer des entreprises assez chères parce qu'elles ont des très fortes croissances. Donc, quand vous achetez une entreprise qui a une croissance de 40% par an, eh bien, vous pouvez la payer un multiple supérieur à une entreprise qui a une croissance de 20. Donc, nous, on investit dans des entreprises en très forte croissance tirées par ces méga tendances, qui sont peu cycliques et qui nous permettent d'avoir des fonds qui sont peu corrélés et finalement qui sont assez prudents puisque on investit dans d'abord on déploie sur une vingtaine de lignes en général nos fonds, contrairement à nos concurrents qui sont plutôt sur 10 lignes. Donc ils sont très diversifiés et ils sont sur des entreprises qui sont qui ont des drivers de croissance très solides. Voilà. Ok, vous m'avez pas dit Evergreen, pas Evergreen? Alors on fait essentiellement du non-Evergreen, mais on vient de lancer 2 Evergreen là, un qui s'appelle Prima, l'autre qui s'appelle CPR France Investissement. Amundi CPR France Investissement, qui font des stratégies une stratégie à la fois de plus différentes actifs privés pour Prima et Pure Capital avec CPR qui fait coté non coté en equity. Ok, donc c'est des solutions qui marchent aussi bien en assurance vie qu'en compte titre ordinaire. Oui, exactement. Luc Marwenda. Moi, je vais proposer de continuer à investir sur le fonds IPVE3. Pourquoi? Ce bon vieux IPVE3. Alors, juste quand même, IPVE3, on va dire quand même ce que PVE, ce que ça... Euraseo, Private Value Europe numéro 3. Il est mature, il est dans son rythme de croisière. Nous conservons toujours énormément de discipline à l'investissement et surtout, on adresse 2 énormes univers d'investissement qui sont la dette privée en Europe continentale pour 60% de l'allocation du fonds et pour 40% sur le marché secondaire, là aussi en Europe continentale, sur le secteur mid-cap. Ce fonds pourrait faire 5 milliards d'euros, il pourrait toujours continuer à investir de la même manière. Aujourd'hui, on a un portefeuille de 218 sociétés et on est diversifié, on n'est que 40% en France, 20% en Allemagne, dans tous les pays européens. Et multisecteur, donc et exclusivement dans ce qu'on appelle le monde du capital transmission, mid-market européen. Ok, son indicateur de risque a changé depuis le début, pourquoi? Alors il a démarré en indicateur de risque 6, et depuis 1er janvier 2023, nous sommes en risque 3. Pourquoi?
parce que nous avions un historique de performance de 4 ans avec des valeurs liquidatives hebdomadaires. Dans la nouvelle réglementation PRIIPs, on est en risque 3 et maintenant ça fait 3 ans. Donc, si je résume, pour l'instant, j'en suis avec une proposition de fonds de private equity evergreen, une proposition de fonds de private equity fermé, une proposition, je dis quoi, hybride ? Hybride. Hybride, donc diversifié avec de la dette et des actions en evergreen. Erwan, je vais finir le bal avec vous. Je ne vais pas vous surprendre, on va aussi parler d'Evergreen. Je pense que ça reste quand même une typologie d'investissement qui plaît beaucoup en France. Donc c'est Ardian Access. Donc c'est ce qui différencie peut-être Ardian Access de mes camarades, c'est que c'est vraiment un fonds extrêmement global, avec à la fois du direct et du secondaire, et très diversifiant, puisque le secondaire représentant entre 30 et 40% de l'allocation, ça permet d'avoir une exposition très très large au private equity. Et global, ça veut dire également plus États-Unis, parce que les fonds dont on a parlé sont plutôt européens. 50-50. 50-50. Donc ça veut dire le but, c'est 50-50. Ok, donc ça veut dire que c'est le produit qui offre une diversification internationale, là où les autres, on est d'accord, vous êtes tous plutôt dans des investissements européens. Oui, puis l'autre élément, et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des investissements directs auprès d'Ardian, auprès des belles équipes de private equity Ardian qu'on connaît bien et qui sont actifs sur le marché européen depuis 29 ans maintenant. Mais on travaille aussi et on est en mesure d'investir aux côtés de tous les grands gérants internationaux. Et donc ça permet aussi de pouvoir voir des choses, voir des deals qui sont assez difficiles d'accès et qui sont des deals totalement institutionnels. De la même manière que mes camarades, cette solution investit aux côtés de nos fonds institutionnels avec exactement les mêmes conditions, dans les mêmes timings, avec les mêmes valorisations. Allez, dernière petite question, parce que je suis un journaliste curieux. Est-ce que vous avez des projets dans les cartons ? Donc Stanislas, vous nous avez annoncé qu'il y avait des nouveaux lancements qui avaient été faits. Vous avez d'autres projets dans les cartons ? On a des projets d'investissement très avancés. D'accord. Donc on peut pas parler. Ok, non, mais les projets d'investissement, je comprends pas. On a des projets en permanence. Avidan ? On a aussi des projets, on réfléchit à beaucoup de choses, notamment LTIF 2, sur le format LTIF 2, pour pouvoir déployer notre stratégie en Europe. Donc on rappelle à nos amis auditeurs qu'effectivement il y a cette nouvelle réglementation. LTIF 1 a été un échec colossal, et donc on a remis le métier sous l'ouvrage, et aujourd'hui on est en train d'inviter tout le monde à devenir LTIF 2. Voilà, donc pour déployer la distribution de façon européenne. Donc ça c'est le premier sujet, je dirais, dans notre boîte à réflexion. Et évidemment, on va probablement très rapidement lancer la levée de notre fonds 11, donc Mid-Market 11. D'accord. Voilà. Erwan ? On a parlé beaucoup de fonds ouverts. Là, on va bientôt lancer avec un agrégateur la distribution d'un fonds de semi-conducteurs auprès d'une clientèle privée de CGP en France dans les prochaines semaines. Voilà. Luc ? Et nous, comme on parle à des CGP, on a 2 produits qui arrivent là dans le mois de juin. Un feeder pour la gestion de fortune à 100 000 euros minimum sur notre fonds secondaire, justement, donc le fonds numéro 5, disponible dès maintenant. Et par ailleurs, nous lançons un fonds de co-investissement, donc pure private equity, en buy-out sur toute l'Europe avec une vingtaine de gérants différents. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous pour ce débat sur le non-coté. On a essayé d'être pédagogique, mais également d'être pratique avec des solutions produits. On continue tout de suite cette émission, c'est Solutions Patrimoine.